Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Entretien, l'émission politique de Calédonia qui a été singulièrement rallongée. Désormais, tous les mois, on recevra un invité politique pendant 1 heure pour parler des questions d'actualité et bien sûr du référendum qui arrive à grands pas. Alors, pour inaugurer cette nouvelle formule, on reçoit le député Gomez. Monsieur Gomez, bonsoir. Bonsoir. On va commencer tout de suite par le sommaire de l'émission. Alors, il y aura 3 grandes séquences. On va commencer avec les questions d'actualité. On va parler des présidentielles et des législatives. Ensuite, ce sera la séquence Mon pays, où vous nous expliquerez votre vision de l'après 2018. Et puis, on terminera avec notre rubrique Les questions qui fâchent, où on va parler moralisation de la vie politique et place des femmes en politique. Et puis, tout au long de l'émission, on reviendra en images sur votre campagne. On vous a suivi lors d'une journée sur le terrain. Exact. Une journée très active. Très chargée. Voilà, mais tout de suite, on va commencer par votre portrait grâce à quelques photos. Gomez, vous êtes père de 3 enfants, vous avez 59 ans et vous êtes donc le député de la 2e circonscription, c'est-à-dire de toute la Grande Terre, à l'exception de Nouméa. Alors, première photo que l'on va voir à l'antenne tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu avec qui vous êtes? Ce sont mes sœurs. La plus petite, c'est Marilyn. Et celle qui est un petit peu plus grande, c'est Carole. Marilyn vit en France métropolitaine aujourd'hui, en Corse très exactement. Et Carole est conseillère pédagogique à la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une photo en France après l'Algérie, c'est ça? Parce que vous êtes né en Algérie? C'est ça, je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France métropolitaine au moment de l'indépendance. J'avais 3 ans et demi en 1962 et c'est à ce moment-là donc qu'avec mes parents, nous avons passé une dizaine d'années en France métropolitaine. Et la voiture, c'est celle de mon père. Voilà, c'est une Aronde. Et être pied noir, ça a compté dans votre engagement politique? Je ne peux pas dire que ça ait compté. Ce que je peux dire, c'est que on n'a pas vécu quelque chose comme un pays dont on est parti à l'âge de 3 ans et demi, dans lequel on est né, dans l'ambiance duquel on a été élevé, sans qu'il y ait quelque chose de bizarre au fond du cœur. Je m'explique, j'ai l'impression parfois que c'est mon Atlantide à moi, l'Algérie. Une sorte de ville enfouie, de continent enfoui, que je n'ai pas véritablement connu. Mais pour autant, je l'ai connu par l'intermédiaire de mes parents, des amis de mes parents, de la famille. Donc voilà, c'est quelque chose, on a tous un petit village où on va. Moi, mon village d'adoption, c'est la foi, en quelque sorte. Mais je n'ai pas de village de naissance dans lequel je suis susceptible, parfois, quand on a un peu de vague à l'âme, de se retrouver. Voilà. Une deuxième photo d'enfant. Ah non, pas d'enfant, ça. Ah oui, non, là, c'est pas d'enfant. Il est devenu grand, là. Vous avez vu, c'est un beau bébé maintenant. Hein. Ah ben voilà, là, vous êtes de nouveau. Voilà. Donc là, c'est avec votre maman, je crois. Voilà, c'est ça. C'est avec ma maman, Viviane. C'est quand on était d'une famille très modeste et les vacances pour les familles modestes, c'était en Espagne, parce que l'Espagne, ça coûtait pas cher. C'était à Pesetas à l'époque, on avait des cabanons pour vraiment 3 fois rien au bord de l'eau. Et donc, on avait passé 4 à 5 semaines par an dans ces petits cabanons espagnols. Et j'en ai gardé, bien sûr, comme tout enfant, des souvenirs merveilleux. C'était des moments exceptionnels avec mes parents et mes sœurs. Pardon, cette jeunesse en France, parfois, est-ce que certains ont pu vous le reprocher? Parce que souvent, on reproche d'être pas assez calédonien. C'est un grand classique. Ah oui, ça c'est un grand classique. Il y a même une formule qui a été utilisée. Je ne suis pas d'ici. Voilà. Donc moi, quand j'entends ça, c'est vrai que ça me fait un peu mal au ventre parce que la Calédonie, c'est mon pays d'adoption. C'est le pays dans lequel je vis depuis quasiment 50 ans. C'est un pays dans lequel j'ai eu mes enfants. C'est un pays dans lequel j'ai investi, j'y ai ma maison. C'est un pays, c'est mon pays de cœur, c'est mon pays de choix. C'est un pays dans lequel j'ai dirigé une petite commune de Brousse pendant 20 ans. Et justement, on va voir... La commune de la Foi. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un pays... auquel toute mon histoire me rattache. Alors c'est pour ça que je dis attention, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Il faut faire attention, tu n'es pas d'ici. Qui est véritablement d'ici? À quel niveau on situe le pas d'ici? Il faut toujours être très attentif à ce genre de formule. Donc moi je suis né, Jenny, pardonnez-moi, je suis d'ici. Voilà, je suis d'ici, voilà, parce que c'est un pays que j'ai choisi, c'est un pays que j'aime, c'est un pays dans lequel je vis, et c'est un pays dans lequel j'ai consacré ma vie politique. Là, on va voir une photo, donc à la fois, ça c'était pour quelle campagne alors? Alors c'est la première campagne que j'ai menée, c'était en juillet 1980, en mars, pardon, 1989. On voit Jacques Lafleur, d'ailleurs, qui est assis sur le côté. Ça, c'était pour la mairie? C'est la mairie de la Foi, c'est ça. J'ai été élu pour la première fois en mars 89. Le 12 mars, j'ai fait 12 sièges et j'avais 30 ans. Donc, c'est un grand moment. C'est probablement, d'ailleurs, l'élection
qui laisse en moi la trace la plus importante, l'émotion la plus forte, quand on a retourné l'urne, on a compté les bulletins, et puis qu'avec 60% des voix, je suis passé au premier tour. J'étais un jeune homme. Et je veux dire un mot là-dessus, Jenny, si vous permettez, c'est que véritablement, c'est là où on voit l'ouverture des Calédoniens. Je ne suis pas de la foi, je ne suis pas né ici, je suis un jeune gamin, 30 ans, et pour autant, les Lafoyens m'ont fait confiance. Et à 60%, ils m'ont élu au premier tour et réélu à 3 reprises. Donc contrairement à ce qui est véhiculé assez souvent, je crois que les Calédoniens ont un esprit d'ouverture remarquable, et en tout état de cause, je les remercie infiniment, notamment les Lafoyens, de m'avoir accueilli comme ils l'ont fait. Alors, juste une toute dernière photo un peu insolite où on vous voit avec Philippe Michel. Oui. Une photo, vous êtes en parachute, voilà. Oui, c'est ça. On dit souvent que vous êtes très dans le contrôle. Est-ce que, un peu rigide même parfois, est-ce que du coup c'est un peu votre grain de folie, le parachute? C'est parce que j'ai mal au dos. Non, voilà, c'est une passion qu'on a partagée avec Philippe pendant une décennie. On a véritablement passé des moments extraordinaires, des histoires aussi d'amitié extraordinaires, des voyages. On a sauté aux États-Unis dans un voyage qui est resté un voyage homérique. Et donc voilà, on a dans notre amitié, qui est une amitié qui est nouée depuis le lycée La Pérouse, donc ça fait 40 ans d'amitié, on a aussi partagé un certain nombre de passions et ça fait partie des grandes passions de ma vie, le parachutisme. Hélas, les problèmes de dos m'interdisent aujourd'hui d'en faire. Eh bien, tout de suite, on va revenir un petit peu à l'actualité plus politique. On va passer aux questions d'actu. Alors, Monsieur Gomez, le président Macron entame sa première semaine à la tête de l'État. Une réaction sur la nomination du Premier ministre Édouard Philippe, un juppéiste? Oui, écoutez, je trouve que c'était une bonne chose. Il a dit qu'il allait recomposer le paysage politique français. Il fait un certain nombre d'actes, la nomination de ce Premier ministre, qui est quelqu'un de très grande qualité, dont Alain Juppé a salué la nomination, est à mon avis une bonne chose. Vous savez, dans le programme de Macron, il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Et moi, je me situe dans la mouvance de celles et ceux qui considèrent qu'il faut faire une opposition constructive, c'est-à-dire dès lors que des mesures sont positives pour notre pays, en matière de droit du travail, en matière de fiscalité, en matière d'Europe, eh bien, on doit pouvoir les soutenir. L'époque de l'opposition bête et méchante, parce qu'on est à droite, on est contre la gauche, ou parce qu'on est à gauche, on est contre la droite, elle doit être terminée. Les Français, en ne mettant ni la gauche de gouvernement, ni la droite de gouvernement au deuxième tour, l'ont dit clairement aux hommes et aux femmes politiques. Vous êtes plus sur la ligne des 30, l'appel des 30 avec NKL, ah non, etc. Pas du tout. Je ne suis pas sur l'appel des 30. Vous êtes plus alors sur la ligne de Barouin. Barouin, qui est la ligne officielle des Républicains et de l'UDI aujourd'hui dans le cadre de cette campagne électorale. Pour autant, ça ne veut pas dire que François Barouin il a l'intention de voter contre tout ce qui est présenté. Je rappelle d'ailleurs qu'au cours de la mandature écoulée, les Républicains ont voté pour un certain nombre de réformes qui ont été proposées. Donc voilà, il faut être moins manichéen, je crois, aujourd'hui, face au monde politique et au monde qui s'organise, de façon à permettre à la France d'en sortir. Le vrai sujet, pardonnez-moi Jenny, mais le vrai sujet dans cette campagne, c'est est-ce que dans 5 ans, on a le Front National à la tête de l'État. C'est le vrai sujet. Donc si on veut que le quinquennat soit utile... Si vous permettez, M. Gomez... il faut agir différemment. Ouais, il faut réviser notre mode de fonctionnement. C'est ça que je veux vous dire. Donc, si j'entends bien, vous soutiendrez la majorité présidentielle selon les sujets ou pas? Non. Je soutiendrai le groupe Les Républicains et l'UDI, qui est le groupe auquel j'appartiens, qui est le groupe de la droite républicaine dont je fais partie. Et je ferai en sorte que ce groupe, avec d'autres, puisse appuyer un certain nombre de réformes qui sont utiles à la France. L'objectif, ce n'est pas de faire de l'opposition partisane. L'objectif, c'est de faire de l'opposition constructive. Ce qui est utile au pays, il faut qu'on puisse le faire, c'est indispensable. On ne peut pas continuer avec 10% de la population active au chômage, c'est-à-dire on est drogué au chômage de masse. On ne peut pas continuer avec une compétitivité des entreprises françaises qui est la plus faible d'Europe. On ne peut pas continuer avec tout ça, on va couler avec tout ça. Donc, il faut passer un cap. On est dans l'opposition, mais elle est constructive. Ce n'est pas un gros mot, constructive. Hein. C'est comme la sortie de l'accord de Nouméa. On peut être pour rester dans la France, mais de manière constructive. Sonia Lagarde, elle a soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour. Oui. Elle a eu le nez fin? Plus que vous? Non, parce qu'on doit choisir un candidat en fonction de ses convictions. Moi, mes convictions, elles ont toujours été celles de la droite républicaine. Je considère... Vous étiez plus pour Juppé quand même au départ que pour Fillon. Juppé, il fait partie de quelle famille politique? Oui, des Républicains, etc. C'est même le fondateur de l'UMP, donc Alain Juppé. Mais le Premier ministre, par exemple, pour le coup, là, c'était un juppéiste convaincu aussi. Oui, mais enfin, il a bien été dit par les Républicains que c'est un choix individuel qui a été effectué. Alain Juppé, il fait partie de la droite républicaine, c'est un membre fondateur de l'UMP, il a participé aux primaires de cette droite républicaine. Donc oui, je suis plutôt de sensibilité juppéiste, mais vous savez, vous avez des sarkozystes, des fillonistes,
Mais finalement, quand on voit... Moi aujourd'hui, des jupéistes, donc il y a des sensibilités dans une famille. Mais On n'est vous, pas vous êtes tous, bien on n'est pas sûr. tous le petit doigt sur la couture Oui. du pantalon, vous voyez, comme au service Bien sûr. militaire. Mais On quand a même, des sensibilités Monsieur Gomez, différentes. vous, Oui. vous avez une ligne, on va dire, centriste. C'est vrai que Ah, finalement... je déteste ce mot. Alors là, franchement, vous avez utilisé le pire mot qu'on pouvait me coller. D'accord. Vous pouvez Non, parler mais- de droite modérée, vous De avez le droite, choix. alors voilà, Vous savez, droite modérée, si vous voulez. Et du coup, c'est vrai que quand on voit... le Qu'est-ce qui français, vous c'est gêne finalement 72 000 chez, mots. chez, Donc, vous regardez chez Monsieur 72 000 Macron? mots, on peut choisir dans 72 000. Oui. Vous pouvez partir de droite modérée, de D'accord, droite droite humaniste, modérée. de droite Voilà, sociale, mais pas de centrisme. Parce que D'accord. ça, je ne suis pas centriste du tout, du tout. Mais alors finalement, parce que c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, bon, entre Juppé et Macron, il y a quand même beaucoup de convergence. Presque plus que contre Fillon et Juppé, quoi. Donc finalement, qu'est-ce qui vous gêne le plus chez Macron? Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Vous Parce auriez que pu. je ne vote pas pour le dernier truc à la mode, si c'est ça l'idée. Est-ce que c'est son côté socialiste? Non, parce que j'ai l'impression qu'il est à la fois très social-libéral en ce qui concerne les aspects économiques et sociaux, et plutôt progressiste en ce qui concerne les sujets de société. C'est vrai que la droite filloniste est plutôt une droite conservatrice sur les sujets de société. On voit avec le soutien qui était apporté par Sens commun, par la Manif pour tous, etc. Donc voilà, moi je suis à la fois social-libéral en ce qui concerne les sujets économique, et je crois qu'Alain Juppé incarne cette sensibilité-là, et puis je ne suis pas automatiquement catholique traditionnel en ce qui concerne les sujets de société. Donc, moi, je ne souhaite pas l'échec d'Emmanuel Macron, je souhaite le succès de la France, donc je souhaite l'échec de la nouvelle politique le succès de la nouvelle politique qui sera initiée, et si la droite républicaine peut y apporter de temps à autre, dans le respect de ses convictions et de ses valeurs, bien sûr, peut y apporter de temps à autre sa contribution, il faudra qu'elle le fasse. Juste sur C'est pas un l'approche gros des... mot constructif. Ouais, sur l'approche des Calédoniens et comment dire, le ressenti qu'ils peuvent avoir par rapport à M. Macron, beaucoup disent oui, ça reste un socialiste. Oui. Les Calédoniens, il y a ce rejet fort des socialistes. Est-ce que vous les appelez à dépasser un peu ça? Parce que bon, je veux dire, c'est un peu fini, Pisani, Mitterrand. C'est impossible. Il y a un centre de gravité politique dans notre pays qui est à tout jamais, au moins pour encore une génération, lié à l'élection de François Mitterrand en 1981, à l'une des 101 propositions qui était l'accession de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance, à la venue de M. Pisani en Nouvelle-Calédonie comme haut commissaire. Et toute cette séquence-là a marqué durablement la Nouvelle-Calédonie. Je considère même qu'elle est à l'origine des événements. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu François Mitterrand qui s'était engagé sur l'indépendance, on n'aurait probablement pas connu les événements en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a une responsabilité socialiste immense à l'égard de ce qu'a vécu le pays à ce moment-là de l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun socialiste élu nulle part en Nouvelle-Calédonie. Et c'est normal. On va revenir à l'actualité locale avec les législatives, donc ça vous intéresse directement. Comme je le disais, on vous a suivi en campagne. Je vous propose de commencer cette séquence avec ce reportage de Falaï Ouedraogo. Bon, bah écoutez, merci à vous d'être là. Donc on a 3 quarts d'heure devant nous pour caler un petit peu notre journée ou les opérations du week-end. Il y aura du phoning aujourd'hui, donc pour cette réunion, c'est calé, il n'y a pas de souci. Ce que je dois dire, moi d'abord, c'est que je suis frappé, contrairement à ce que parfois on lit sur les réseaux, qui est extrêmement violent, il faut le dire. Moi, je suis frappé par le sens de responsabilité des gens. Ils savent très bien que c'est pas en envoyant l'armée à Saint-Louis que les choses vont se régler. Ok. Bon, écoutez, on a fait le tour. Je suis désolé, on a tous pris du retard. Vous avez tous vos boulots maintenant. Donc, merci à vous. Merci. Grand Manitou de la SLN. Grand Manitou de la SLN, putain. Ça va? Oui. Allez, asseyez-vous, jeunes gens. Nous rencontrons toutes les organisations patronales et syndicales pour faire un point avec elles sur les sujets de cette campagne. Parce que c'est arrivé par avion. Alors, je veux dire, c'est phénoménal. Ouais. Donc, c'est bien que le SMIC il a augmenté, mais si le SMIC il augmente, les prix ne stagnent pas. C'est comme si on donne de la main droite, puis de la main gauche en vrai. Oui, enfin, le SMIC depuis 2000, il a doublé. Et la vie, elle n'a pas doublé en 15 ans. Je suis venu avec mes amis avec qui je fais campagne à l'occasion de ces élections. Et dans cette élection, on a décidé, on est les seuls, à rencontrer tous les conseils d'air pour échanger avec eux. Tous les conseils d'air du pays. Parce que nous, à Calédonie Ensemble, on a besoin du débat.
On a besoin de l'échange parce que ça nourrit notre réflexion. Voilà. Vous me dites qu'à 70%, 75%, ça y est, c'est fini le référendum. C'est acquis déjà. Au nom de qui? Au nom du Front National ou au nom des Calédoniens ensemble? Voilà, merci. Merci à toi. Quand même, dans toutes les discussions que j'ai depuis la présidentielle, là, oui, c'est la manière dont les Kanaks, de façon générale, ont été marqués par le vote Front National. Nous, ce qu'on analyse comme un vote défouloir des gens, eux, ils l'ont analysé comme un vote contre eux. Hein? Oui. C'est ça. Ouais. Et bien sûr, j'espère que les législatives vont véritablement montrer aux gens, recadrer les choses. Donc, Monsieur Gomez, on reviendra sur la suite de votre journée tout à l'heure, parce que ça enchaîne comme ça jusqu'au soir. Déjà, sur ce qu'on a vu à la réunion de l'USOIN, qu'on évoque la vie chère, en tant que député, vous êtes mobilisé notamment sur les tarifs bancaires. Si jamais vous êtes réélu, quel sera votre prochain combat justement sur la vie chère à l'Assemblée? Il y en a un qui concerne toujours les banques, qui est la question des taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, personne ne s'en préoccupe parce que les taux d'intérêt sont très bas, donc tous les Calédoniens sont très contents, même si leur taux en réalité est pas très bas, oui, par rapport à ce qui était pratiqué ici. Voilà, c'est par rapport à ce qui était pratiqué avant. Ouais. Mais maintenant, par exemple, en matière immobilière, on a un taux à 3% sur 15 ans lorsque c'est un taux fixe. Mais en métropole, pour le même bien, on aura un taux à 1,7%. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 50%, voire au double des niveaux métropolitains. Alors il y a des raisons objectives, qui est le tissu économique et calédonien, mais il y a des raisons qui tiennent aussi aux marges excessives qui sont prises par les banques localement, mais également par les maisons mères qui financent les banques locales. Donc ça, c'est un vrai sujet et un vrai combat, et ça ne va pas être simple parce qu'en réalité, tout n'est pas dans les mains de l'État. Sur le sujet, vous savez que les banques sont un État dans l'État. Donc, ça va pas être. Et vous allez faire une proposition de loi, c'est ça? Alors j'ai tenté de le faire parce que j'ai déposé un amendement sur le sujet en même temps que les frais bancaires pour aboutir à ce que les taux d'intérêt. Il n'avait pas été retenu. Il a été rejeté. Il a été rejeté et vous allez poursuivre. On lâche pas l'affaire. Vous savez, l'autorité de la concurrence qui a été installée, il a fallu 8 ans pour qu'on y arrive. Donc il y a des sujets sur lesquels il faut intervenir longtemps, ne pas les lâcher. Quand on lâche pas l'affaire, croyez-moi, au bout du compte, on y arrive. Juste sur les frais bancaires, c'est vrai que les tarifs, ils ont diminué sur 16 tarifs. On sait qu'il y en a, moi j'en ai compté plus de 80. Oui. Quand est-ce qu'on va l'étendre un petit peu cette loi pour que justement l'ensemble des tarifs bancaires soient concernés? C'est déjà le cas, c'est l'article de la loi égalité réelle outre-mer que j'ai fait adopter. Sur 3 ans, c'est ça? C'est dans 3 ans, en 2020, cet article prévoit que tous les tarifs, non seulement les 16 de base dont vous venez de parler, mais également tous les autres tarifs bancaires devront être au même niveau que les tarifs pratiqués au niveau de l'Hexagone. Donc, ce sera une avancée significative. Pour donner un exemple aux Calédoniens, aujourd'hui, on paie en moyenne 50 à 60 000 francs CFP de frais bancaires par an, c'est-à-dire à peu près 5 000 francs CFP par mois. Lorsque les tarifs sont totalement alignés, en 2020, il y aura 15 000 francs CFP de frais bancaires par an, c'est-à-dire on aura divisé les frais bancaires par 4. C'est un billet de 5 000 de plus dans la poche pour chaque Calédonien chaque mois. Oui, pardon, parce que le temps file. Ce sera aussi le cas pour les frais des professionnels? Les frais bancaires des professionnels, ou non, c'est juste pour les particuliers? Pour l'instant, c'est pour les particuliers. L'objectif, c'est que l'ensemble des frais bancaires soient également en Nouvelle-Calédonie identiques à ceux de la métropole pour les entreprises. Même dans 3 ans aussi? Dans 3 ans également. Et ça, mais ça, c'est pas encore dans la loi? Ça, c'est pas dans la loi. Dans la loi, c'est les 16 tarifs bancaires de base qui sont aujourd'hui concernés. Il faudra passer d'autres amendements dans d'autres lois pour faire en sorte que les entreprises calédoniennes soient également bénéficiaires de ces frais réduits. On va rester sur des questions, j'allais dire un peu de vie quotidienne, avec une question Facebook de Gilles Palix, l'ancien président de la sécurité routière. Oui. Donc, Monsieur Palix vous demande, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a cité dans une interview nouvelle l'insécurité routière comme un grave fléau en Calédonie. Quels sont les engagements concrets que peut prendre le député Gomez en la matière afin que je continue de voter pour lui? Bon, attention, vous risquez de perdre. Il avait déjà une bonne tradition, il va falloir qu'il la maintienne. En matière de sécurité routière, la quasi-totalité des pouvoirs sont dans les mains des autorités locales, c'est-à-dire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Par contre, il y a quelque chose qui reste dans les mains de l'État et qui est très important, c'est bien sûr tout ce qui relève de l'action des forces de police et des forces de gendarmerie. Donc je crois que les engagements qu'on peut prendre pour faire en sorte qu'il y ait moins d'insécurité routière dans notre pays, moins de morts sur nos routes. Je rappelle qu'on est champion de France des morts sur la route. C'est
un record dont on se passerait volontiers, c'est renforcer les contrôles qui sont aujourd'hui effectués et notamment faire en sorte que la police et la gendarmerie disposent de plus de radars qu'elles n'en disent. Alors, je sais qu'elle n'est pas très populaire auprès des Calédoniens, mais la vitesse d'une part et l'alcool d'autre part sont les deux matrices de l'insécurité routière chronique dans notre pays. Concrètement, vous, en tant que député, vous pouvez demander des crédits pour acheter des radars, c'est ça? Moi, en tant que député, il faut que je tense le gouvernement en séance, en commission, lors des rendez-vous auprès du ministère, lors des rendez-vous auprès du cabinet du président de la République, pour insister sur ce dossier-là, de façon à ce qu'à un moment, un fonctionnaire quelque part ou un ministre quelque part donne l'instruction que des crédits pour l'achat de radars supplémentaires soient Y compris achetés. des radars automatiques comme ceux... Bien sûr, y compris des radars automatiques. Vous savez, je donne un exemple sur les lycées, là, le lycée de Pointe-Boute et du Mont-d'Or. Chaque année, dans la loi de finances, vous aviez intérêt à faire en sorte de vérifier que les crédits nécessaires à la construction de ces lycées étaient prévus, parce que, vu les coups de rabot qui sont passés partout, si vous êtes inattentif, je vais vous dire d'une année sur l'autre, vous risquez de voir les crédits disparaître. Donc voilà, il faut... En réalité, c'est un travail constant, c'est pas on passe de temps en temps, on fait un petit tour, on salue tout le monde et on repart, parce que là, ça sert à rien. Juste, vous parliez de l'alcool, sur la lutte contre les abus d'alcool. Qu'est-ce que vous proposez? La candidate Backès, elle propose d'interdire la vente d'alcool aux personnes qui ont commis des crimes ou des délits sous l'empire d'un État alcoolique et qui ont été condamnées. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Que c'est du droit pénal. Vous savez, le droit pénal de la compétence de qui c'est? Le droit pénal, c'est de la compétence de l'État. Donc, soit on est sur le territoire de la République. Donc, en gros, vous êtes en train de nous dire qu'elle fait une promesse qu'elle ne pourra jamais tenir. Ah ben ça, c'est sûr. Ça, c'est pas, je ne le dis pas en gros, je le dis de manière précise. Il faudrait modifier le droit pénal à l'échelle de la République. Le droit pénal, ce n'est pas quelque chose qui s'applique en France métropolitaine et pas chez nous et pas dans les DOM. Le droit pénal, c'est une compétence régalienne qui s'applique à l'échelle du territoire de l'ensemble de la République. Donc, si une disposition devait être adoptée, elle ne pourrait pas être adoptée, permettez-moi de finir, uniquement pour la Nouvelle-Calédonie, elle devrait être adoptée pour l'ensemble du territoire de la République. Et je n'ai vu aucun candidat, strictement aucun candidat, ni de droite ni de gauche à l'occasion de la présidentielle, faire cette proposition-là. Oui, en fait, il faudrait que la loi elle soit modifiée pour homologuer les commerces, en fait, qui deviennent des commerces homologués par l'État, comme les armuriers, en fait, si on voulait que les commerçants puissent accéder au casier judiciaire. Voilà. Mais vous voyez, le casier judiciaire, c'est pas quelque chose, vous comprenez bien que le casier sûr, judiciaire, c'est comme votre bulletin de santé. Est-ce que vous aimeriez que n'importe qui puisse accéder à votre bulletin de santé? Sûrement pas. Le casier judiciaire, c'est une pièce administrative qu'on a vocation à fournir à l'occasion d'un certain nombre de procédures qu'on doit mener. Donc on ne peut pas faire des petites propositions. Sur l'alcool, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que le député il peut faire des propositions pour lutter contre l'alcool? Toutes les compétences, je sais, parce que c'est très compliqué pour les Calédoniens et pour les journalistes aussi, et je le comprends, mais en réalité, la quasi-totalité des compétences, la totalité des compétences en ce qui concerne la lutte contre l'alcool est entre les mains des collectivités locales, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie pour toutes les actions relatives de prévention, qu'il s'agisse des communes en ce qui concerne la délivrance des licences de boissons, qu'il s'agisse... Bon, donc conclusion, tout est dans nos mains, et en ce qui concerne Calédonie Ensemble, nous avons déposé sur le bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie une loi du pays ainsi qu'une délibération pour supprimer toute publicité, quelle qu'elle soit, en ce qui concerne les boissons alcooliques. Et puis il y avait eu votre projet de taxation. Attendez, laissez-moi finir sur l'alcool. Non, mais parce que vous avez fait allusion à un certain nombre de propositions, donc je vais pouvoir exposer les miennes. On a également proposé dans cette délibération qu'en ce qui concerne la vente d'alcool aux mineurs, parce que c'est ça un grave problème dans notre pays, les magasins qui se livrent à ce genre d'activité, et il y en a, il y a une fermeture administrative de 3 mois. Vous vous rendez compte que c'est une sanction véritablement massue tombe sur le magasin. Je vais vous dire que quand on aura fermé un certain nombre, parce qu'ils vous ont vendu de l'alcool mineur, plus personne ne s'amusera à le faire. C'est ça, une mesure efficace, concrète et susceptible d'être mise en œuvre rapidement. On va revenir à la suite de la campagne, sur votre journée de campagne. Cette fois-ci, on va voir que dans vos différentes réunions, on vous interroge beaucoup sur la délinquance. Ce thème a été abordé notamment lors de la réunion Alius, qu'on regarde. La répression qui est nécessaire pour quelques coups de trick et le centre pénitentiaire du Nord. L'élection présidentielle, notamment le deuxième tour, les résultats, ça démontre bien quelque part une inquiétude dans la population calédonienne. L'inquiétude par rapport à ce qui s'est passé, la délinquance, les vols, les cambriolages. Donc ça, il faut une... Les gens, ils sont inquiets, parce que bon, il y a 18 mois, c'est la référendum. Les gens, ils n'ont pas d'explication sur les jeunes de la vie, qu'est-ce qui va se passer après le référendum. Ils sont à l'étage. Il vous a parlé d'un certain nombre de choses. Sur ce dont il vient vous parler pour le service civique, nous on est persuadés à Calédonie Ensemble, il vous l'a dit, que la trique elle est indispensable, mais qu'à long terme, c'est pas avec une trique qu'on va
mettre des murs et des guérites autour de la Nouvelle-Calédonie pour se cadenasser chacun chez nous. Le RSMA, le service civique, le projet éducatif, l'EPID, voilà des actions concrètes, des outils concrets pour faire en sorte qu'une part de notre jeunesse qui part en bouillon de brette, il faut le constater, elle ait demain une chance de se réinsérer. Moi, je crois qu'il y a un gros problème de prévention, parce que si le jeune n'est pas éduqué au respect d'un cadre, on va fournir continuellement des rebelles. Parce que le mot rebelle, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est souvent écrit partout sur les murs, ou des rebelles, des délinquants. Il faut absolument, à mon avis, qu'il y ait une politique de la famille pour accompagner les familles. Je suis entre lequel de débat ici. Donc j'ai été contacté par Justice Saoui pour un jeune qui est actuellement avec moi ici, à un débat. C'est un jeune qui a fait prison, sorti, 5 semaines, prison, sorti. Donc j'ai pris avec moi. Parce que aussi, moi, je me satisfais en bas, il travaille bien et tout. Le seul problème, c'est que ce gars-là, maintenant, il bosse, mais 100% machin. Mais ça, c'est pas normal. Ah, mais ça, c'est pas. Voilà, ça, c'est une très bonne idée que vous parlez. Moi, je me satisfais, je donne entière satisfaction. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a une entreprise citoyenne, et ça, c'est quelque chose qu'on peut régler nous, Philippe. Hein, ça, c'est quelque chose vraiment qu'on peut régler nous. Il faudra aussi que vous arriviez à pouvoir annuler l'ordonnance de 1945. Ah, vrai sujet. Parce que, non, s'il est annulé, vous auriez 70% de jeunes qui on ne mettrait pas en avant, sachant qu'ils auront l'impunité. Très bonne observation qui est faite. Je dis un mot pour mettre tout le monde à niveau sur le sujet. L'ordonnance de 45, c'est celle qui prévoit ce qu'on appelle la majorité pénale à 18 ans. La majorité pénale à 16 ans, elle ne peut pas être abaissée juste pour la Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est à l'échelle du territoire de la République française, d'hommes, collectivités, tout le monde. C'est un élément du droit pénal. Et le droit pénal, je rappelle que c'est de la compétence de l'État. C'est ce qu'on appelle une compétence régalienne. Et donc, soit vous voulez le transfert de la compétence régalienne, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc voilà, il faut à un moment donné choisir, parce que j'ai vu beaucoup de mecs qui veulent rester dans la République et qui veulent des tas de trucs qui n'existent plus dans la République. Alors Philippe Gomez, on voit que la question de la délinquance, elle préoccupe tous les Calédoniens. Oui. Est-ce qu'on en fait trop avec la délinquance en Calédonie ? Non, je crois que la sécurité, vous savez, c'est la première des libertés. Donc il est indispensable dans un pays dans lequel on essaye de construire une communauté de destin, où il y a une pluralité d'ethnies, où notre histoire a été heurtée, depuis la grande révolte de 1878 jusqu'aux événements, que la sécurité elle soit au cœur des préoccupations des Calédoniens. Comment vous voulez construire un vivre ensemble si on n'a pas accès au premier des droits de chacun, qui est de vivre en sécurité dans son pays? Donc c'est normal que les Calédoniens, étant donné l'augmentation de l'insécurité, 60% de la délinquance aujourd'hui qui est une délinquance de mineurs, sur un mineur sur deux à moins de 15 ans, écoutez, un mineur sur deux à moins de 15 ans, je ne sais pas si vous voyez la vitesse du vent sur le sujet, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un certain nombre de jeunes, voire très très jeunes, prennent des chemins de traverse qui vont les conduire au camp Est. Donc il y a un vrai sujet de société calédonienne qui dépasse la question kanak, non kanak, indépendantiste, non indépendantiste. C'est un sujet de pays. J'aimerais qu'on revienne sur la petite séquence là, avec le monsieur sur l'ordonnance de 45. Hein, oui. Vous lui expliquez à raison qu'on ne peut pas la supprimer. Et au passage, vous retaclez un petit peu les Républicains, enfin du moins certains, dont Sonia Backes. Mais est-ce que finalement, derrière cette question-là que vous pose ce monsieur, est-ce qu'il n'y a pas pour eux un manque de fermeté de Calédonie Ensemble sur ces questions-là ? Il n'a pas parlé de Calédonie Ensemble. Oui, enfin bon, vous étiez en face de... Puisque vous... Je ne sais pas, vous savez, moi je ne suis pas ni policier ni gendarme, je ne suis pas juge, je ne suis pas surveillant de l'administration pénitentiaire, je suis un homme politique qui exerce d'exercer son métier correctement, d'informer les Calédoniens, de faire avancer le pays dans le bon sens. Ouais. Donc un manque de fermeté, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que vous précisiez votre question. Non, quand, je veux dire, quand des personnes... C'est-à-dire, vous voulez que je te dise comme Yano, on va envoyer l'armée là-bas ? Alors là, je serai très ferme et je serai très bien vu, c'est ça ? Ça ne sera pas notre sujet, parce que moi, je ne veux pas envoyer l'armée dans les tribus. Moi, je considère que la dernière fois que l'armée a été envoyée, c'était le 11e choc, c'était à Ouvéa. On a failli couler, et le pays avec. Et que l'armée, elle n'intervient pas sur le territoire de la République. Hein. L'armée, elle intervient sur les théâtres d'opérations extérieurs. Donc, à partir de ce moment-là, la fermeté avec la langue, j'en connais beaucoup en matière politique qui sont devenus spécialistes du sujet. Nous, on essaye de construire un pays. Construire un pays, ça veut dire bien sûr incarcérer
les jeunes qui sont des tueurs en puissance, comme c'est le cas à Saint-Louis, parce qu'ils risquent de tuer des Calédoniens qui passent tranquillement sur la route et qui n'ont rien demandé à personne. Donc là, oui, il faut être ferme, il faut de l'incarcération, il faut les empêcher de nuire, et puis après, il faut un travail en profondeur pour faire en sorte que la nouvelle génération, elle puisse pousser droit. Et ça, c'est toutes les actions de prévention que nous initions. Vous savez, en matière de délinquance, c'est comme le reste. C'est comme le reste, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui s'agitent et il y a ceux qui agissent. À Calédonie Ensemble, on a fait un choix de très longue date, c'est d'être parmi ceux qui agissent, d'où toutes les propositions qui sont devenues des réalités, le RSMA 150 places de plus, la création d'un EPID en Nouvelle-Calédonie, les contrats garantis jeunes et emploi d'avenir, etc., etc. Donc le projet éducatif adopté à la quasi-unanimité du Congrès, le service civique obligatoire qui est aujourd'hui porté par nous. Vous voyez, c'est du vrai travail de fond, du vrai travail de terrain. C'est pas juste une petite proposition superficielle lors des élections qui va disparaître après les élections. C'est vrai qu'en plus, c'est peut-être moins médiatique, peut-être. Hein, on peut rappeler ça fait d'ailleurs moins le buzz, mais c'est notre choix. On peut rappeler d'ailleurs que oui, les mineurs peuvent être incarcérés. Il y en a d'ailleurs 11 en ce moment qui sont incarcérés au 17. camp S. Non, 11 ce matin, j'ai eu le Alors procureur. d'accord, ce matin, non. Voilà. Il y avait 17 la semaine dernière. Et ben voilà, là, il y en a 11 en tout cas. sortis. Voilà, mais en tout cas, oui, effectivement, les mineurs peuvent être incarcérés dès 13 ans et passer en cour d'assises à partir de 16 ans quand même, pour que les Calédoniens le sachent. Oui, mais c'est à partir du moment où ils ont accompli des crimes. Ce que je veux dire, c'est de quoi parler. Non, mais il faut bien expliciter les choses, parce qu'autrement, les téléspectateurs vont être induits en erreur. De quoi parler le monsieur à l'occasion de cette réunion à Bourg? Des voleurs de voitures, c'est ça? Des voleurs de voitures, des cambriolages. Quand un jeune vole une voiture ou quand un jeune cambriole, on ne le met pas au camp Est. Il rentre, il est auditionné, il sort, il a un avertissement, un blâme, une mesure de placement, de foyer, etc. Mais il ne va pas en prison. C'est de ça dont parlait monsieur, parce que les crimes en réalité en Nouvelle-Calédonie, il y en a beaucoup moins que dans beaucoup d'autres départements ou territoires d'outre-mer. Il y en a 40 en Guyane, il y en a 35 en Guadeloupe. On est très loin de tout ça. Nous, c'est une délinquance de proximité. C'est elle qui nuit à la vie quotidienne, qui agace et qui gangrène le vivre ensemble au bout du compte. Donc c'est pour ça qu'elle est dangereuse. Vous parliez de tout ce que... Enfin, quand je dis vous, c'est votre parti au niveau des provinces, et voilà, votre mouvement a mis en place. Malgré tout, est-ce que finalement ces chiffres de la délinquance, c'est pas un petit peu un échec quelque part de votre politique, puisque malgré tout ce que vous avez mis en place, on voit que la délinquance, elle progresse? D'accord, donc vous pensez qu'on fait comme ça, hop, et puis hop, il n'y a plus de délinquance. Non, je vous demande, est-ce qu'il y a certainement des choses à améliorer? Il n'y a pas que des choses à améliorer, il y a tout à faire, madame. Le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme, c'est le Sénat coutumier, c'était en 2007. Il a rendu un rapport, qu'est-ce qu'il a dit, le Sénat coutumier? Il a dit la suppression du service militaire a déstructuré la jeunesse kanak. Ce sont les mots du Sénat coutumier. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Que le service militaire, il permettait à l'adolescent de passer à l'âge adulte. C'était un passage initiatique et la société kanak a cette force de ritualiser les choses. Et donc c'était devenu une fête au niveau du clan, de la famille. C'est la première fois que le jeune sortait du pays, allait voir au-delà du récif, où il apprenait la rigueur, l'ordre, le respect, où le cas échéant, il pouvait se former. Et ça a disparu aujourd'hui. Le Sénat coutumier a dit, c'était 10 ans après la suppression, attention, ça va nous causer des soucis. Bon, on y est en plein. Pas pour les jeunes Kanaks d'ailleurs, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes d'autres ethnies qui aujourd'hui souffrent des mêmes difficultés du fait de la disparition du service militaire. C'est pour ça qu'on a voulu créer le service civique obligatoire. C'est une proposition de Calédonie Ensemble à l'occasion de ces élections. Et puis j'en ai marre qu'on parle que de la jeunesse délinquante, je vous le dis, parce qu'on ne peut pas arriver sur un plateau sans qu'on nous parle jeunesse délinquante, jeunesse. Moi je dis, il y a une jeunesse qui réussit, il faut peut-être en parler aussi, la jeunesse qui réussit. Il faut parler de cette jeunesse calédonienne qui va aux Jeux du Pacifique et qui en a gagné 10 sur 13 au cours des dernières années et qui est de toutes les couleurs. Il faut parler de cette jeunesse qui est à l'université, plus de 3 000 jeunes en Nouvelle-Calédonie, plus de 3 000 jeunes en France métropolitaine, et pas dire toujours jeunesse délinquante. Oui, il y a une jeunesse délinquante et puis il y a une jeunesse calédonienne formidable qui fait honneur au pays. Et il faut en parler aussi. Bien sûr. On en parle et puis on a beaucoup de jeunes Calédoniens talentueux sur notre chaîne. Voilà. On va passer maintenant à l'avenir avec la séquence Mon Pays. On va reparler du référendum. On va commencer tout de suite cette séquence avec la suite de notre tournage avec vous. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une réunion avec le monde agricole à la fois. Et il a été essentiellement question de la fin de l'accord et du référendum. Voilà, maintenant vous pouvez voir. Pardon, excusez-moi. C'est pas une élection comme une autre, l'élection de juin 2017. C'est une élection qui est juste 16 mois avant le référendum de 2018. Il est indispensable que le résultat qui sera négatif pour les indépendantistes, ils puissent l'accepter, non pas comme une humiliation, mais comme un échec.
Un échec est une chose, une humiliation en est une autre. Bien faire comprendre aux jeunes électeurs qu'aujourd'hui, on n'a pas des hommes style Chibaou d'un côté, la fleur de l'autre. Moi qui vais défendre la fleur. Bon. Comme quoi tout vient à point. Parce qu'à un moment même, Philippe, on a eu les événements de 88. Il n'y aura pas 2 fois les accords de Matignon. Il n'y aura pas 2 fois. Il faut aujourd'hui dire qu'on revendique aussi une identité par rapport à la terre. Bien sûr. C'est quelque chose, c'est évident pour le destin commun et le vivre ensemble. C'est une question identitaire pour nous. Et derrière, ça devient aussi une question sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'à l'approche du référendum, nous, on vit à côté des tribus, on sait le vivre ensemble. On l'a fait avant les quartiers sud, hein, on n'a pas eu besoin de nous l'apprendre. Ouais, les quartiers sud ont toujours pas fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette question soit discutée avant le référendum. Comment expliquer à notre président que les gens qui n'ont pas voté pour lui n'ont pas voté pour le Front National parce qu'ils partageaient ses valeurs, mais parce que c'était de manière purement réactionnaire et que la nouvelle pays attend d'un État français qui revienne en force pour redonner un sentiment de sécurité aux Calédoniens. Ce que j'explique, hein, parce qu'après il faut faire la pédagogie, hein, parce que les mecs là-bas, lui, pour eux, bah oui. Marine Le Pen, il dit mais c'est des africanaires là-bas en Nouvelle-Calédonie. C'est l'apartheid. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bah, surtout lui, moi je suis trop vieux. Voilà, donc on accueille M. Philippe Gomez, monsieur le député. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ouais. Alors, vieux frère. Ça va, bien. Allez. Pour nous, ce jour d'après le référendum, ça ne peut être que le jour du destin commun. Merci beaucoup. Hey. Allez, on les applaudit bien fort. Merci beaucoup. Bravo. Donc un petit pilou pour finir, mais plus sérieusement, Philippe pas Gomez. Très fluide, hein, à la télé. Donc plus sérieusement, on a vu que vous estimiez que le non au référendum allait l'emporter. Une réaction sur le sondage, vous savez qu'on a fait ici à Calédonia. Je vous rappelle les chiffres. Hein, d'après ce sondage, 54% des Calédoniens seraient contre l'indépendance. Seulement 24,4% seraient favorables à l'indépendance et 21% d'indécis. Une réaction? Vous savez, on a un sondage formidable qui est fait depuis 20 ans. Ça s'appelle les élections provinciales. Tous les Calédoniens y participent et sur les 4 dernières élections, 99, 2004, 2009, 2014, 60% des Calédoniens votent pour des listes contre l'indépendance et 40% des Calédoniens votent pour des listes pour l'indépendance. Donc conclusion à l'occasion du référendum en 2018, il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il y aura une large majorité contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc la question, ce n'est pas quel est le résultat, la question c'est comment on passe cet obstacle sans se prendre les pieds dans le tapis, c'est-à-dire sans qu'ensuite il y ait des désordres. C'est ça l'enjeu de ce scrutin. Mais 21% d'indécis, quand même, si jamais ils basculent dans un camp ou dans l'autre, ça peut faire la différence dans des négociations futures. Ce qu'être arrivé avec, du coup, 75%... Je ne crois pas une seconde à votre sondage, donc vous n'avez pas la peine de m'interroger très longtemps. 20 ans d'élections, 20 ans d'élections, 60% des gens votent contre l'indépendance. Ils ne sont pas indécis, ils savent que l'indépendance, ce n'est pas une bonne solution pour notre pays. Donc, conclusion, ça ne va pas changer au référendum. Le corps provincial et le corps référendaire qui votent sont à peu près les mêmes. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas le résultat du référendum. Tout le monde sait que l'indépendance ne sera pas au rendez-vous, les indépendantistes comme les non-indépendantistes. La question, c'est comment on aborde avec intelligence cette étape pour cet échec ne soit pas une humiliation. C'est ça le sujet. Oui. Donc, effectivement, on vous a beaucoup entendu, entendu sur votre idée de charte des valeurs communes. Le but derrière c'est pas une charte des valeurs communes, c'est le socle de la communauté de destin dans lequel il y a la charte des valeurs communes, le pacte de gouvernance et un pilier économique. Donc ce projet-là que vous portez en ce moment, le but avec ça, c'est de se diriger vers un nouvel accord après le référendum? Après le référendum, on parlera, de toute façon, si la conjoncture globale en termes d'ordre public le permet.
L'idée, c'est de dire on va vers ce référendum juste avec ce qui nous... Vous craignez vraiment qu'on aille au... Vous savez, ça fait que ça 30 ans dégénère qu'à toute une base kanak du pays, jeunes, on dit on prépare Kanaki, on négocie Kanaki, on va vers Kanaki. Et puis en 2018, on va retourner les urnes, on va compter les bulletins. Et là, la jeunesse s'apercevra que pour une part, elle a été trompée, que pour une part, ce qu'on lui a dit n'est pas au rendez-vous. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne sais pas comment les choses peuvent se passer face à une frustration de cette ampleur. Donc, il faut l'anticiper, il faut la prévoir et pas subir ce qui va se passer après le référendum. Donc, c'est pour ça que nous, on propose de discuter, de dialoguer avec les indépendantistes avant le référendum, d'élaborer ce socle de la communauté de destin avec eux. Ça ne veut pas dire que la question, elle n'est pas posée. La question, elle est posée telle qu'elle est prévue. Ce sera oui ou non à l'indépendance, et les Calédoniens voteront oui ou ils voteront non. Mais il faut qu'en sus de ça, avant le référendum, pour rassurer les Calédoniens, on fasse un acte politique. Cet acte politique, c'est voilà le socle de notre communauté de destin. On le retrouvera le lendemain du référendum, indépendamment du résultat du référendum, parce que c'est ce qui nous fédère, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous cimente, nonobstant le fait qu'on ne soit pas d'accord sur l'avenir du pays. Ouais, mais c'est ça le sujet. Ça n'aura pas véritablement de valeur juridique ou quoi. Ça n'aura pas de valeur juridique. Mais vous discussion. savez, les accords de ça. Matignon, quand ils sont signés par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, vous croyez que ça avait une valeur juridique? Ça avait zéro valeur juridique. Oui, non, bien par sûr, contre, ça avait une jusqu'à- valeur bien sûr. politique majeure. Oui. L'accord de Nouméa, quand il est signé par Alain Chrisnart, Oui, avant que le Rocco- constitutionnel soit bien sûr. avant que ça soit... Mais- Donc ce que je veux dire, c'est qu'avant qu'il y ait un acte juridique, il faut qu'il y ait un acte politique. Donc nous, disons, faisons cet acte politique avant le référendum. Vous savez, après, quand on aura des vainqueurs prisonniers de leur victoire et des vaincus humiliés par leur défaite, discuter, ça Donc va vous être êtes- extrêmement difficile. Donc finalement, vous êtes en train de nous dire que vous préparez bien un nouvel accord quelque part avec ce premier Ah, travail. mais je prépare rien du tout. Nous, on Enfin, propose quand quelque je dis- chose. oui. Je n'ai pas la prétention, vous savez, l'arrogance de dire Paul Naoutine, il va faire ci, Rocco Mittan, il va faire ça, et Daniel Goa, il va faire ça. Mais c'est pas quand du même tout le votre sujet. objectif. C'est une proposition qu'on fait, nous, pour dire, voilà, n'allons pas bêtement. La dernière fois, vous savez qu'on est allé bêtement vers un référendum, oui ou non à l'indépendance, c'est en 1987. C'est le référendum organisé par Bernard Ponce, qui était ministre des Outre-mer à l'époque. Je me souviens de Bernard Ponce, avec ses petits cheveux blancs en brosse. Il passe à la télé et il dit « Le FLNKS n'existe plus ». Il y avait 98% de non à l'indépendance. Ben, 6 mois après, c'était ouvert. Donc la question, le rapport de force est majoritairement en faveur des non-indépendantistes. Mais il y a une importante minorité indépendantiste qui souhaite l'accession à l'indépendance du pays. Et donc ça, c'est un fait politique. La solution arithmétique, le rapport de force électorale pur, ne peut constituer une solution politique. Il y a un rapport de force électorale, mais il faut également un Alors, dialogue Monsieur pour Gomez, construire quelque chose ensemble. Justement, on vous a entendu. On va écouter une question de Gilles Brial, qui est lui aussi candidat dans la 2e circonscription, au nom de l'UCF. On écoute. Merci. Philippe Gomez, bonjour. Un récent sondage fait par Calédonia montre qu'une majorité des Calédoniens souhaitent rester au sein de la République française. Les indépendantistes veulent aller au référendum et vous faites partie de ceux qui veulent éviter ce référendum que vous qualifiez comme couperet et vous voulez négocier d'abord avec les indépendantistes. La question que je vous pose, c'est quelles négociations et quelles surtout concessions vous allez devoir faire aux indépendantistes pour leur faire accepter une solution qui soit faite avant l'organisation du référendum. Est-ce que vous ne croyez pas plutôt qu'il faut qu'on se mobilise, qu'on discute d'abord pour une fois entre nous les loyalistes et qu'ensemble on aille voir les indépendantistes une fois que les Calédoniens se seront prononcés après le référendum? Votre réponse? Moi, je ne veux pas éviter le référendum. Le référendum, personne ne l'évitera. Et dans la Constitution de la République, qui sera organisée au plus tard en novembre 2018, et la question, ça sera bien oui ou non à l'indépendance. Je dis simplement, on doit pouvoir se rassembler sur des choses qui font qu'on vit depuis 150 ans ensemble. Et il n'y a pas de concession à faire. La question, on est calédonien. Kanak, non Kanak, indépendantiste, non indépendantiste. Qu'est-ce qu'on a en commun? À Calédonie Ensemble, on dit qu'on a des valeurs communes. Les valeurs de la République, les valeurs chrétiennes, les valeurs kanak-océaniennes. Tout ça, ça fait des valeurs calédoniennes. On a quoi en commun? On a un pacte de gouvernance. Les institutions qui les contestent, ni les communes, ni les provinces, ni le gouvernement. Il y a bien sûr des ajustements à trouver. D'accord, mais alors... Et puis, il faut qu'on fasse, pardonnez-moi, aussi un consensus sur les sujets fonciers et nickel, parce que ce sont des sujets qui ont toujours accompagné l'histoire politique du pays. Et tout ça, ça fait un socle de la communauté de destin qu'on peut retrouver le lendemain du référendum, indépendamment de son résultat au référendum. C'est-à-dire que ça transforme le rapport des Calédoniens au référendum. C'est plus un référendum où on va se mettre sur la gueule, pardonnez-moi l'expression, les uns et les autres. C'est aussi un référendum qui sera une nouvelle étape dans le destin commun du pays. C'est en tout cas notre proposition. D'accord, mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est au lendemain du référendum, imaginons donc le non l'emporte, ou même alors, du premier ou des trois, bon, ça c'est encore une autre question, le non l'emporte. Et donc, il va bien falloir trouver d'ailleurs, c'est dit dans l'accord de Nouméa qu'il va falloir trouver une nouvelle solution institutionnelle.
on est allé au bout des transferts de compétences. Donc finalement, il va bien falloir négocier quand même. Et donc, c'est négocier pour avancer vers quoi? Vers toujours, puisque les transferts sont finis, c'est aller vers plus d'indépendance, forcément, non? Comment on fait? Si vous avez décidé, vous, qu'il faut aller vers plus Non, moi, j'ai rien d'indépendance, décidé, mais moi, j'ai décidé si on qu'on doit devait rester au négocier. stade. Non. Donc, c'est-à-dire, on arrête à la fin des transferts, on fait le statu quo. Non, mais moi, je ne peux pas prétendre décider tout seul. Je le Bien redis une sûr, nouvelle fois, bien comme sûr. si... Je sais qu'il y en a qui disent, voilà, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais. Il n'y a personne qui fera quelque chose tout seul. C'est la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'en réalité, soit on fait les choses à 4, le rassemblement Calédonie Ensemble, le palier Union calédonienne, soit il n'y a rien qui est possible. Il faudra un effort de chacun. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Calédonie va Ensemble négocier. souhaite qu'on aille vers une Nouvelle-Calédonie émancipée, mais qui reste au sein de la République. Qu'on continue à affirmer l'identité singulière du pays au sein de la République. Pourquoi? Parce que la République, elle nous protège. Elle nous protège d'abord de certains d'entre nous. Il y a des Bainimarama aux petits pieds qui sommeillent à droite et à gauche. Et puis elle nous protège des prédateurs extérieurs, comme la Chine. Donc rester dans la France, c'est rester au sein de la République, c'est être protégé. D'accord. Et puis deuxième chose, rester au sein de la République, c'est nous permettre de maintenir les conditions de développement qui sont aujourd'hui les nôtres, en matière d'administration régalienne, en Oui, matière on de vous a- santé, en matière d'éducation. Oui, oui. Donc si vous ne faites pas ça, si on sort de la République, si on sort de la France, mais on va partir comme une noix de coco dans l'océan, dans la haute mer, donc où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller s'échouer? Donc Alors, mais sortir de la juste, République du coup, pour Calédonie Ensemble, c'est hors de question. D'accord. Donc, pas de négociation sur le siège à l'ONU? Non, mais vous prenez les choses, pardonnez-moi, Ni par sur le petit bout de la lorgnette. Bah non, on ne peut c'est pas pas un petit bout de la picorer comme dans lorgnette. des cacahuètes. Vous voyez ce que je Bah, veux à un dire? On moment, prend cette sur quoi? petite Qu'est-ce cacahuète, qui on la reste? mange ou pas? Mais Non, qu'est-ce qui reste parce que avec? vous avez décidé de rester dans cette logique-là. C'est-à-dire, Ouais. qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on donne pas. Nous, on n'est pas dans cette logique-là, Calédonie Ensemble. On est dans une logique différente. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui, là, maintenant, vous et moi? Bah moi, je suis dans Qu'est-ce qui une fait qu'on logique est de tous les droit deux? constitutionnel. À un moment, je veux dire, il va bien falloir Mais avoir... avant la logique de droit constitutionnel, Bah qui est oui. une logique très occidentale, on va passer à une logique politique, qui est une logique plus océanienne. Quels gestes on fait ensemble? Quels gestes on fait en commun pour essayer de donner corps au destin commun de notre pays? De toute façon, on est tous sur cette île. On est tous ensemble. Notre histoire, elle a été ce qu'elle a été. Notre mémoire, elle est parfois séparée, mais elle peut être aussi une mémoire commune. Et comment on se projette vers l'avenir pour continuer à vivre ensemble et dans la paix, même s'il y a ce référendum qui va dire non à l'indépendance. C'est le sujet. Ça fait 30 ans qu'on est dans des accords. Est-ce que la parenthèse qu'on a ouverte au moment de la signature des accords de Matignon, qui est une parenthèse démocratique, la lutte pour l'indépendance, elle se fait plus sur le terrain, elle se fait dans les urnes. Est-ce que cette parenthèse, elle se poursuit après 2018? C'est ça qu'on doit arriver à faire. Et moi, je vois qu'il y a des chefs de guerre partout qui veulent en découdre, qui menacent de descendre dans la rue, etc. Chez certains extrémistes indépendantistes, comme chez certains extrémistes non indépendantistes. Ben, nous, Justement. Calédonie Ensemble, on est chefs de paix. On veut construire un vivre ensemble, un destin commun. On n'est pas là pour faire la guerre. La guerre, elle a été faite, je vais vous dire, elle a laissé beaucoup de plaies, beaucoup de traces dans notre pays. Il y a encore des familles, des clans qui portent en eux les séquelles de cette guerre. Il est hors de question pour nous qu'on retourne vers la guerre. Et j'espère que la responsabilité l'emportera dans notre pays. Justement, sur le score très élevé du FN à la présidentielle, est-ce que c'est pas aussi un rejet de l'accord de Nouméa par les Calédoniens? Pas du tout. J'ai entendu beaucoup d'analyses, rejet de l'accord. Les Calédoniens, c'est ni des fachos, ni des racistes, ça n'a rien à voir. Le Front National ne peut pas être analysé en Nouvelle-Calédonie avec une grille de lecture métropolitaine. Il faut qu'il soit analysé avec une grille de lecture calédonienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Marine Le Pen, elle est pour une Nouvelle-Calédonie dans la France. Ça a toujours été le cas. Eh ben, les Calédoniens, face à quelqu'un qu'ils considèrent comme un socialiste, Macron, ils votent pour une Nouvelle-Calédonie dans la France. Voilà pourquoi toutes les communes non indépendantistes ont voté majoritairement pour Marine Le Pen, y compris une commune où je connais chaque Calédonien, chaque Lafoyen, qui a voté très majoritairement pour Marine Le Pen. Donc il ne faut pas analyser ce résultat comme quelque chose qui conduit les Calédoniens à être considérés comme sectaires ou contre l'accord de Nouméa. Ça a été un vote défouloir pour une Nouvelle-Calédonie dans la République. Et moi, je vous dis, aux prochaines législatives, les 11 et 18 juin, on aura un vote de responsabilité de la part des mêmes Calédoniens. On verra. Alors, en attendant, on va passer aux questions qui fâchent. Encore? Alors, Monsieur Gomez, la première question qui fâche est posée par Pascal Hébert de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Monsieur le député. Comme vous le savez, la Ligue des droits de l'homme est très attachée à l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Les dispositions de la loi du 6 juin 2000 relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions législatives ne s'appliquent pas à la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental où les femmes sont très minoritaires. Comment expliquez-vous que cette institution ne reflète pas du tout cette parité? Au CESE, sur 28 membres, 6 sont des femmes. Sur 9 personnalités qualifiées, 1 est une femme.
Pourtant, ces membres sont désignés par des institutions que vous contrôlez notamment. Et vous vous dites très attaché à l'égalité homme-femme. D'où vient la difficulté et que proposez-vous pour y remédier? Merci de votre réponse. Alors, Monsieur Gomez. Oui, en ce qui concerne le Conseil économique et social, il y a une méconnaissance du mode de désignation des conseillers économiques et sociaux. En réalité, ce sont les provinces qui, pour les 3/4, désignent les conseillers économiques et sociaux. Et comment font-elles? Elles ne désignent pas des personnes, elles désignent un organisme, une association. Et c'est ensuite l'association elle-même qui fait la proposition du conseiller économique et social qui est désigné. Donc en réalité, les institutions n'ont pas la main sur le fait que ce soit des hommes ou des femmes, ce sont les associations qui sont désignées, 35 associations qui sont désignées, qui elles ont la main pour désigner soit un homme, soit une femme. Et il se trouve que la majorité des personnalités désignées par les associations sont des hommes, d'où la composition de ce Conseil économique et social. Mais je suis d'accord pour dire que c'est à déplorer, c'est très dommage. Il faudrait essayer de corriger la loi, c'est la loi organique qu'il faut corriger, hein, c'est la loi qui nous régit. Il faut essayer de corriger la loi pour arriver à trouver une parité. Ça ne va pas être simple, dès lors qu'on considère que ce sont les associations qui désignent leurs représentants, pourquoi dire à telle association de désigner un homme et à telle autre une femme? Donc il faudra probablement faire évoluer les modalités de désignation, mais je suis d'accord pour dire qu'il est anormal qu'au Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, on ait une sous-représentation des femmes, c'est parfaitement anormal. Vous pourriez justement porter un projet de Alors là de aussi, modification pour de la modification de la loi organique, je pourrais Peut-être. vous dire, pour faire mon malin, Philippe Gomez, il a porté un projet, toute modification de la loi organique, Oui, Jenny, ça demande d'abord un accord du comité des signataires, c'est-à-dire de l'ensemble des forces politiques indépendantistes et non indépendantistes. Et ensuite, c'est soumis au Parlement. Donc d'abord, il faut que ce sujet-là soit soumis au comité des signataires avant qu'il ne se traduise. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord pour que Calédonie Ensemble porte cette question au comité des signataires et essaye de trouver un consensus sur cet important sujet. Oui, puis c'est vrai, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est vrai que la place des femmes, d'une manière générale, en politique, c'est vrai qu'il y a besoin un peu davantage de femmes. Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a fait en sorte de passer le relais à une femme formidable qui s'appelle Corinne Voisin, qui est maire de la Foi. Vous parlez à quelqu'un qui a été chercher Marie-Noëlle Temmereau en 2004 pour que non seulement elle tire la liste de l'Avenir Ensemble, mais qu'elle soit présidente du gouvernement, et qui a lourdement insisté auprès de Sonia Lagarde en 2012 pour qu'elle se présente sous les couleurs de Calédonie Ensemble législative. Donc croyez-moi, les femmes de caractère du pays sont des femmes extrêmement utiles et efficaces au plan politique, et je les ai côtoyées toute ma vie et j'en suis très heureux. Et parfois aussi, on se fâche un peu avec certaines d'entre elles. Oui, bien sûr. C'est normal. Savez, hein, c'est comme dans un couple. Oui, femme de caractère. Alors, un autre thème qui fâche, cette fois-ci, la moralisation de la vie politique. C'est une des priorités du nouveau président. Parmi ses propositions, il souhaite faire passer une loi exigeant un casier judiciaire vierge pour les fonctions électives. Vous, si vous êtes élu à l'Assemblée, vous voterez pour ce texte? J'ai déjà voté, Jenny, puisqu'il y a une proposition de loi pour un casier judiciaire vierge qui a été examinée par l'Assemblée au mois de février. Oui, bien sûr, mais qui n'est pas allé jusqu'au Sénat. Qui n'est pas allé, c'est qui n'a pas fini son parcours. Et donc, je suis intervenu à l'Assemblée, j'ai voté pour cette proposition de loi. Vous avez en face de vous l'un des rares députés de droite, je crois qu'on est 4 ou 5, à avoir voté la loi sur la transparence de la vie publique. Tous les socialistes l'ont voté, les écologistes, les communistes, la droite ne l'a pas voté, à l'exception de quelques députés dont je fais partie. Même chose en ce qui concerne le cumul des mandats. Donc vous voyez, je suis très engagé de longue date pour ce qu'on appelle la moralisation de la vie publique, et je peux dire d'ores et déjà que les mesures qui seront proposées par le président de la République, si les Calédoniens me font confiance, je les voterai, bien évidemment. On a une classe politique complètement discréditée, complètement démonétisée, et ça ne va pas s'arranger. Donc, conclusion, tout ce qui peut contribuer à lui redonner un peu de lustre, un peu d'aura, un peu de responsabilité sera une bonne chose. Et alors là, vous allez peut-être m'éclairer, parce que j'ai cherché cette information, je ne l'ai pas trouvée, sur cette future loi, en tout cas, parce que dans le programme d'En Marche, il parle effectivement d'un casier judiciaire vierge pour les fonctions électives, sans préciser lesquelles. Donc je ne sais pas si ça va pouvoir s'appliquer en Calédonie pour nos élus locaux. De manière générale, toutes les dispositions du droit électoral sont applicables en Nouvelle-Calédonie, puisque le droit électoral reste un droit de la compétence de l'État. Donc oui, sauf dérogation dédiée, ce sera applicable en Nouvelle-Calédonie. Donc si cette loi passe, les élus condamnés pour violence conjugale, conduite en état d'ivresse, corruption, ne pourront plus se présenter. Tous les élus qui ont un casier judiciaire ne pourront pas se présenter. Et dans la loi Macron, il y a d'autres choses, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est interdiction de 3 mandats consécutifs, c'est un régime de retraite des députés qui soit le régime général et non plus le régime exceptionnel comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, je crois que les Français, en votant pour Macron, ils ont voté pour une autre idée de la politique aussi, pas la politique des professionnels de la politique. Et donc je crois que tout ce qui concourt à la moralisation de la vie publique est une bonne chose. Justement, en Calédonie, pour revenir à notre pays,
C'est vrai qu'on dit souvent que c'est difficile d'éviter la collusion entre le monde politique et le monde des affaires en Calédonie parce qu'on est un petit pays. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut avoir une classe politique exemplaire ou pas chez nous ? Vous savez, c'est pas la classe politique qui est exemplaire ou pas, ce sont les individus. Donc il y a en politique autant d'individus pas exemplaires qu'il y en a chez les journalistes, par exemple, ou chez les plombiers. Donc voilà, c'est tout. Sauf que la politique, la différence, c'est qu'il y a des caméras tous les jours, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent pour le pays. Donc c'est une loupe grossissante permanente qui met bien sûr plus en avant le politique véreux que le plombier véreux. Mais au total, c'est normal, à partir du moment où on prétend parler au nom du peuple, à partir du moment où on adopte des lois, on ne doit pas être sujet à la critique. Non, mais je vous pose cette question parce que j'ai déjà eu des discussions comme ça avec certains élus qui me disent oui, mais bon, c'est quand même compliqué, ici c'est tout petit, donc on peut être facilement accusé de favoritisme ou de prise illégale d'intérêt. Parce que, alors, est-ce que vous pensez que non, on peut parfaitement, dans un petit pays, respecter les règles. Dans un petit pays, mécaniquement, et c'est le cas de toutes les îles et de tous les États insulaires du Pacifique. On se retrouve assez facilement avec un mélange des genres, où le pouvoir politique se conjugue avec le pouvoir économique, qui se conjugue avec le pouvoir médiatique, qui se conjugue avec le pouvoir financier. Et au bout du compte, on finit par avoir une oligarchie qui dirige l'île. C'est le cas d'un certain nombre d'îles. C'est pour ça qu'à Calédonie Ensemble, nous avons toujours œuvré pour éviter le mélange entre pouvoir politique et économique. C'est l'autorité de la concurrence, une autorité indépendante, la première autorité indépendante du pays qui a été créée, qui fait que le pouvoir de contrôle n'est plus dans les mains du gouvernement, qui, le cas échéant, peut se comporter comme vous l'avez indiqué, mais dans les mains d'une autorité composée de magistrats indépendants. Donc voilà comment on évite cette collusion qui est très dommageable à des petites îles comme la nôtre. Donc oui, vous avez raison, ce danger existe. Et c'est déjà vérifié d'ailleurs. Oui. Justement, on a vu lors du procès de la 3G1 que le délit de favoritisme ne pouvait pas s'appliquer sur le territoire. En gros, les juges de la Cour d'appel ont expliqué qu'ils n'avaient pas pu condamner M. Martin pour favoritisme alors que son infraction était caractérisée. En clair, pour que les Calédoniens comprennent, le procès en appel aurait eu lieu en France, il aurait été certainement condamné pour favoritisme parce qu'il y a un vide juridique dans notre Code des marchés publics. C'est ça. Il faut dire en un mot, le Code des marchés publics est une compétence calédonienne et pas une compétence de l'État. Et donc, comme il n'y a pas de délit de favoritisme dans le texte calédonien, à partir de ce moment-là, on ne peut pas condamner pour un délit qui n'existe pas, alors qu'il est dans le Code des marchés publics de l'État. Et ça vous choque ? Je ne vais pas dire si ça me choque ou pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au cas où vous ne l'avez pas remarqué, depuis 2011, date des premières mises en examen d'Harold Martin, jusqu'à aujourd'hui, Calédonie Ensemble ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Nous n'avons jamais tenté d'utiliser la situation pour faire un certain nombre de déclarations intempestives. On a toujours dit que la justice fasse son travail. On n'a jamais souhaité instrumentaliser le parcours judiciaire de M. Martin. Mais là, je parle du délit de favoritisme en lui-même. Sur le délit lui-même, c'est profondément anormal. Voilà, a fortiori lorsqu'on serait quand même français, républicain, etc. Qu'on est aujourd'hui dans notre droit, mais à mon sens, c'est plus un oubli qu'une volonté, qu'on est aujourd'hui dans notre droit, mais ça peut un délit qui a été créé, oui bien sûr, Est-ce que vous pourriez, juste pour finir très rapidement, est-ce que vous pourriez porter, Calédonie Ensemble, est-ce que vous pourriez porter une réforme justement de la fameuse délibération ? Si Calédonie Ensemble porte cette réforme, à partir de ce moment-là, on dira que c'est pour nuire à M. Martin, vous avez compris l'histoire. Donc conclusion, moi ce que je proposerais, c'est que ce soit plutôt tous les groupes politiques du Congrès, pour éviter l'instrumentalisation politique, qui portent une proposition de délibération de ce type, qui permettra d'avoir un droit actualisé par rapport au droit national et d'avoir le délit de favoritisme dans notre règlement. Mais pas nous tout seuls, ça serait bien sûr apprécié probablement de manière négative comme une instrumentalisation d'un délit. Je vous remercie, M. Gomez, d'avoir été notre premier invité. Merci à vous de m'avoir piqué tout au long de cet échange. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et à dans un mois pour un nouveau grand entretien. Merci.